S&P 500 et obligations. Le marché du travail US peut encore changer la donne. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. J'espère que vous allez bien. Nous avons toutes et tous pris connaissance la semaine dernière des chiffres de l'inflation US PCE, avec les conséquences sur le marché action, les taux d'intérêt du marché et naturellement le prix des obligations. Je vais faire court ce lundi matin dans Top Gun. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas, j'ai besoin moi d'améliorer mon contenu, d'améliorer mes vidéos, d'améliorer mes analyses. J'aimerais savoir, si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez écrire ça dans les commentaires, si voilà, ce qui vous plaît dans le format du Top Gun, ce qui vous plaît moins, ce qui vous plairait peut-être. Voilà, aidez-moi comme ça à faire évoluer le principe. Je sais déjà que vous aimez bien quand c'est court. Bon, alors, écoutez, conséquences sur le S&P 500 et les obligations. Effectivement, incertitude totale quant au pivot de la Fed, quant à cette thématique de l'inflation, mais à un moment ou à un autre, on ne va pas en parler tous les mois, toutes les semaines, tous les mois jusqu'à la fin de l'année. On va bien avoir besoin à un moment ou à un autre de quelque chose qui puisse agir sur les perspectives de politique monétaire, et donc sur les actions, et donc sur le prix des bonds, le prix des obligations, qui ne soit pas la thématique de l'inflation. Je l'ai écrit noir sur blanc ici. Enfin, orange sur blanc. Le marché du travail peut encore changer la donne. Chers amis, première semaine du mois de juin. Nouvelle clôture technique mensuelle. C'est le moment de reprendre vos graphiques de long terme. Les graphiques en représentation mensuelle et aussi bien sûr weekly, ça comme chaque semaine. Vous avez cette semaine toutes les statistiques américaines du marché du travail. C'est majeur. Je vous rappelle, et vous avez aussi ce qui pourrait être cette semaine, le pivot de la BCE. Eh oui, eh oui. Ce jeudi, la Banque Centrale Européenne dévoile une nouvelle décision de politique monétaire. Elle est attendue sur son pivot. Alors, 4,50 le taux directeur actuellement de la BCE, le taux dit de refinancement, attendu en baisse à 4,25, mais au-delà de ce qui est enfin en soi un pivot. Un vrai pivot, c'est lorsque derrière vous avez une série de baisses de taux. Or ça, c'est l'incertitude. Donc, cette semaine, ce qui va agir sur les taux d'intérêt du marché et par corrélation sur le S&P 500, car c'est vraiment le mécanisme qui agit là dans l'immédiat, ce sont toutes les statistiques américaines du marché du travail, mais aussi les indicateurs avancés de l'ISM. Aux États-Unis, vous avez l'ISM, qui est un institut qui édite les indices PMI, en tout cas pour les États-Unis. Ces indicateurs sont très respectés par la haute finance, et ils ont une composante emploi et inflation. Tous ces éléments sont mis à jour cette semaine. Par rapport à l'inflation US de vendredi et ses conséquences, les chiffres de cette semaine peuvent inverser la vapeur à certaines conditions. Je vais donc tout passer en vue. Ensuite, la mise à jour de l'analyse technique du TLT, l'obligation longue du Trésor US, qui sert de benchmark pour l'ensemble du prix des obligations, sur la mise à jour aussi de l'analyse technique du S&P 500. Je vais revenir avec vous aussi sur les perspectives de bénéfices, où on est la place de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que de toute façon, ce qui drive le marché action, naturellement les perspectives de politique monétaire, le cycle des taux d'intérêt, donc le couple inflation-travail, et aussi les perspectives de bénéfices. Et en particulier, vous retirez tous les bénéfices liés à l'intelligence artificielle. Ben, le SP500, il fait rien en fait depuis 2 ans. Rien. Il fait que dalle. Et regardez le Russell 2000, regardez le Russell 3000, tout l'environnement des small et mid cap. C'est pas baissier, hein, c'est neutre, c'est plat, c'est tout en bas. Vous retirez les méga caps et certaines large caps, le S&P 500 il est flat. Alors j'exagère, hein, il y a quand même beaucoup de valeurs cycliques qui ont rebondi. Justement, je vais vous remontrer un indice qui est important, qui est le Nice Composite. Et il faut travailler ensemble, S&P 500 et Nice Composite, sur le plan technique. Donc c'est parti les amis, comme j'ai dit que je faisais court, j'essaie de tenir ma promesse. S&P 500, le marché du travail peut encore changer la donne. C'est parti mon kiki. On attaque au programme, le programme s'affiche sous vos yeux. Est-ce que quelqu'un a reconnu cette belle petite ville? Ici, un indice, elle se trouve aux États-Unis, mais je ne vous dirai pas si elle se trouve sur la côte Est ou la côte Ouest. Le premier qui la trouve aura toute mon admiration. Taux d'intérêt, une semaine sous l'influence de l'emploi des indicateurs avancés de l'ISM. Analyse technique du couple taux d'intérêt obligation.
S&P 500, la clé des perspectives de bénéfices d'entreprise. S&P 500, nouvelle clôture technique mensuelle. Indice chinois, une consolidation technique court terme qui me semble opportune par rapport à la stratégie moyen-long terme. Moi, j'estime que les replis comme ça, d'une, 2 semaines, sur, parfois 3, sur l'indice boursier de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen, sont des opportunités pour rentrer sur repli et viser plus haut à la fin de l'année. Moi, j'achète les replis sur les indices boursiers chinois. Je vous en ai fait une démonstration fondamentale dans le Top Gun il y a 3 semaines de mémoire, ou 2, je ne sais plus. Et j'y crois encore. Donc là, je vais vous en faire le suivi technique parce que je pense que le marché est proche de certains supports. Et on attaque donc la première partie. Taux d'intérêt, la semaine sera sous l'influence de l'emploi et des indicateurs avancés de l'ISM. Nous allons tout reprendre. Alors, les taux d'intérêt du marché sont dans une phase haussière depuis le début de l'année. Cette séquence haussière représente une pression à la baisse sur le prix des actions. Alors, en particulier les small et les mid cap qui ne bénéficient pas des perspectives de profit liées à l'intelligence artificielle. La tendance en bourse des taux d'intérêt est largement sous l'influence de la dynamique générale de l'inflation US. Nous avons pris connaissance vendredi. Ok, très bien. Donc, vendredi 31 mai, la semaine dernière, vous avez eu la mise à jour de l'inflation US PCE. Très bien. Bon, écoutez, nous avons vu donc où en est la désinflation sous-jacente aux États-Unis, le chemin qu'il reste à parcourir. Ce qui compte, c'est à la fois bien sûr la trajectoire, les composantes, l'impact de l'inflation immobilière, l'impact de l'inflation des services. Les choses ont été posées et clairement, voilà, les prochaines mises à jour sur mai, juin, juillet, donc mai c'est mis à jour en juin, seront très importantes. C'est vraiment très important. La Fed l'a dit. La Fed d'ailleurs, elle dévoile. Alors cette semaine, vous avez la BCE qui devrait pivoter. Ah, c'est le consensus. Cette semaine, il y a un consensus en faveur d'un pivot de la BCE. Pour la Fed, la prochaine décision de politique monétaire, c'est le 11 et 12 juin. Il n'y a même pas, il y a pas de débat, il n'y a pas de pivot, il n'y a rien. Même en termes de probabilité, le pivot de la Fed maintenant est plutôt attendu vers le mercredi 7 novembre. D'ailleurs, c'est mon anniversaire, mais la probabilité est faible. On est sur de l'équi-probabilité. Il n'y aura peut-être même pas de pivot de la Fed cette année. Bon, après, il y a certains fous furieux au sein du comité de politique monétaire de la Fed qui envisagent une dernière hausse de taux. Bon, s'ils veulent tuer l'économie US, ils peuvent le faire, hein, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ok, donc, bon, alors, nous avons donc tous vu les conséquences de la mise à jour de l'indice des prix PCE en version sous-jacente, baromètre premier de l'inflation US pour la Fed. Mais gardons bien à l'esprit que la Fed n'a pas l'unique objectif de la stabilité des prix. Le taux de chômage, le marché du travail et la croissance économique réelle sont 2 objectifs de premier rang. Ainsi, seul, j'insiste, j'ai écrit ici mais je vais l'exprimer différemment. J'ai titré la vidéo, j'essaie de trouver des titres sympas, vous savez, c'est pas facile. Hein. Pas facile parce que lorsque on peut faire des vidéos quand il y a un truc intéressant, et moi j'ai une programmation vidéo, j'essaye de tenir un programme pour que les choses soient bien claires, la vidéo tombe à telle heure, etc. J'essaie de trouver toujours quelque chose qui est assez percutant, mais il ne faut pas que ce soit percutant dans le titre et vide à l'intérieur. Cette semaine, je pense qu'il faut titrer sur ce marché du travail américain pour 2 raisons. La première, les statistiques du marché du travail sont au moins aussi importantes que celles de l'inflation. Surtout que c'est une année d'élection présidentielle. Nous savons que le comportement du marché du travail et la tendance des actifs risqués, ça a été démontré par plusieurs études que je vous présenterai dans un prochain Top Gun. Nous savons que le comportement du marché du travail US et la tendance du S&P 500 dans les 3 mois qui précèdent l'élection présidentielle font le résultat de l'élection présidentielle. Si le marché du travail et le S&P 500 se comportent bien dans les 3 mois qui précèdent l'élection présidentielle, le président, le parti au pouvoir, est réélu et reconduit. Dans 80% des cas. Les statistiques, je les ai trouvées incroyables, mais elles sont réelles. Donc, il y a cet enjeu, donc, et la Fed, donc la Fed a conscience de ça. La Fed, si vous voulez, elle a un seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte, je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est 4%. 4, j'arrive pas à faire le 4 avec ma main. C'est 4%, l'annulaire bloque un peu. 4% en termes de taux de chômage. C'est le seuil d'alerte de la Fed. 4% de la population active. Si ça pump au-dessus, 4,1.
peu importe l'inflation, peu importe le régime des prix. Et vous savez déjà, la Fed pivotera. Vous savez, dans le monde d'avant, la cible d'inflation atteinte, c'était 2%. Depuis, il y a eu un changement de communication de la Fed qui maintenant dit 2% en moyenne. Et puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, voyant qu'on ne revient pas au monde d'avant, la Fed fera comme on fait certaines banques centrales en Asie. Bon, finalement, c'est la fourchette entre 2 et 3. Il suffit de dire ça. C'est la fourchette entre 2 et 3. Bah, c'est bon, là. On est sous 3 en inflation sous-jacente. PCE, on est en dessous de 3. Donc c'est bon, on peut pivoter. Mais ça, c'est l'ultime, c'est l'atout en dernier ressort. C'est la carte magique qui pourrait être sortie. Et elle pourrait être sortie en particulier si le marché du travail commence à être dégradé. Cette semaine, on va en savoir beaucoup plus. Oui, le taux de chômage actuellement aux États-Unis est à 3,9% de la population active. Mais ça, c'est le taux de chômage officiel. Mais si vous prenez le taux de chômage officiel dit U6, qui tient compte du travail à temps partiel, des gens qui ne recherchent plus d'emploi, la tendance, elle est vraiment bullish. Et on est à plus de 7,5. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Donc, vous avez cette semaine donc toutes ces stats que je vais passer en revue tout de suite avec vous. Et vous avez la mise à jour des très respectés indices PMI de l'ISM qui ont une composante inflation et qui vont venir permettre d'affiner le chiffre de l'inflation PCE qui a été publié vendredi dernier. Alors, ce sont toutes les statistiques qui sont mises à jour aujourd'hui. Un mot rapide sur la BCE, mais j'en reparlerai cette semaine dans le Fast and Forex. Taux directeur de la BCE que je vous ai mis ici. Donc taux directeur de la BCE, ok, très bien. Décision de politique monétaire ce jeudi 6 juin. C'est simplement pour vous rappeler que à 4,5%, le taux directeur, donc la Banque Centrale Européenne a 3 taux d'intérêt. Ce qu'on appelle le taux directeur, c'est le taux dit de refinancement. Il est à 4,5%. Il est sur ses plus hauts depuis 25-30 ans, d'accord ? Le consensus, finalement, quand on regarde quand même cette remontée verticale, bon, vous savez, on s'est tapé cette remontée verticale des taux d'intérêt parce que les banques centrales ont mis 1 an à comprendre qu'il y avait un problème d'inflation. À l'époque, elles répétaient que c'était transitoire. Bon. Donc ça, c'est un élément qui va agir cette semaine. Maintenant, avant de passer en revue toutes les statistiques américaines, regardez ce qu'on appelle le taux de chômage U6 aux États-Unis. The so-called U6 Unemployment Rate. Notez l'accent incroyable, mais je n'ai pas fait d'effort. Dites-moi ce que vous pensez de cette trajectoire, de cette tendance représentée ici sous la forme d'un histogramme. C'est pas exceptionnel. Ça, c'est le taux de chômage que n'utilise pas la Fed. 7,40% de la population active, parce que le seuil d'alerte est à 4. Oui, le seuil d'alerte est à 4. Le seuil d'alerte est à 4, mais la Fed, elle utilise le taux de chômage dit U3, qui est le taux de chômage officiel. Alors, la trajectoire est aussi bullish, mais il est à 3,9. Je reprends ici les éléments communiqués par la Fed lors de sa dernière décision de politique monétaire. Son seuil d'alerte pour 2024 est à 4%. Il est à 4%, son seuil d'alerte pour 2024. Et le taux de chômage officiel est à 3,9. Donc, lorsque je titre S&P 500 obligations, le marché du travail américain peut changer la donne. Oui, il le peut, car il est proche des seuils d'alerte. Voilà. Alors, il n'y a pas que le taux de chômage qui constitue une statistique du marché du travail US. Seulement, il y a tout un panier d'outils qui permettent de l'étudier, d'autres indicateurs, je vais les passer en revue avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être mis à jour tout au long de la semaine. Alors, vous avez ici l'agenda, donc nous sommes la première semaine de juin, lundi 3 juin. Vous avez d'ailleurs une nouvelle clôture technique mensuelle. On va la passer en revue sur le S&P 500. Dans la partie technique, si vous voulez y aller directement, vous avez la timeline qui vous permet d'aller directement là où ça vous plaît. Donc cette semaine, vous avez, on commence par ce lundi, le PMI de l'ISM dans le secteur manufacturier. Alors, l'ISM édite des indicateurs avancés qui sont très respectés par Wall Street. Vous avez le PMI et à l'intérieur, vous avez la composante emploi. Ensuite, mardi, vous avez l'enquête JOLTS, ce sont les créations d'emplois. Alors là, c'est très important parce que, regardez, la dynamique est pas bonne. Alors, nous sommes encore au-dessus
des créations d'emplois du monde d'avant le Covid. Là, vous aviez eu la chute liée au Covid, mais la trajectoire n'est pas bonne. Et à un moment ou à un autre, si les créations d'emplois continuent de diminuer et que les licenciements augmentent, ça ne permettra pas d'absorber les nouvelles arrivées sur la population active et donc traduira par une augmentation du chômage. Ce chiffre ici est mis à jour cette semaine. Il est mis à jour mardi. Ça, ce sera donc, on commence la semaine tranquillement, mais elle monte en puissance. Mercredi 5 juin, nous arrivons à ce qu'on appelle ici l'enquête ADP. L'enquête ADP n'est pas le rapport officiel sur le marché du travail aux États-Unis. L'enquête ADP, en fait, elle couvre environ 15% de la population active aux États-Unis dans le secteur privé. Alors, en général, elle anticipe le rapport NFP, qui est, lui, le chiffre officiel. Mais voilà, c'est donc le troisième temps fort de la semaine. Ensuite, on approche, et là, on commence sur du lourd. On commence sur du sérieux à partir du mercredi 5 juin, 16h, où vous avez la mise à jour du PMI des services de l'ISM. Le PMI des services de l'ISM. Et là, c'est vraiment très important, le PMI des services de l'ISM, car je vous rappelle que l'économie américaine est une économie de services à hauteur de 80% du PIB. Et ce qui est très important, c'est qu'à l'intérieur de ce PMI de l'ISM, vous me dites si ça vous saoule, hein, là je fais le descriptif de toutes les stats, mais en même temps, c'est ce qui va avoir un impact cette semaine sur le marché action et le marché obligataire. Vous avez donc une composante emploi, une composante nouvelle commande et une composante prix. Voilà ici quelque chose qui est très intéressant, qui est la composante inflation de l'ISM des services. Et cette composante inflation de l'ISM des services anticipe l'inflation réelle des services. Ici, vous aviez eu, regardez là, l'envolée de la composante prix ou inflation de l'ISM des services, qui s'est retournée à la baisse avant même que l'inflation commence à décroître. Et là, nous sommes plus ou moins revenus au monde d'avant. L'idée, c'est qu'à travers les mises à jour, nous restions au monde d'avant et que nous ne repartions pas pour une trajectoire comme ça ascendante. Ça aura donc un impact sur les taux d'intérêt et par corrélation inversée sur le marché action US. Alors bon, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'est jeudi. Ok, très bien. Le consensus est donc à une baisse du taux de dépôt de 4 à 3,75 et une baisse du taux de refinancement de 4,5 à 4,25. Et enfin, nous arrivons vendredi 7 juin. Vendredi 7 juin, c'est là où tout se joue. C'est là où les éléments publiés peuvent changer la donne. C'est ce qu'on appelle le rapport NFP Report en anglais, qui se constitue de tout un tas de statistiques sur le marché du travail aux États-Unis, la croissance des salaires, les créations d'emplois globales en net, donc le solde net, les créations moins les destructions d'emplois. Cela est réparti par tous les secteurs, selon tous les secteurs d'activité. Vous avez bien sûr le taux de chômage, et ces chiffres-là sont proches d'un seuil d'alerte. Alors, retenez bien, pour les créations d'emplois, le seuil d'alerte, c'est 100 000. Tout ce qui est en dessous de 100 000 créations nettes d'emplois par mois fait que la population active ne peut pas, les créations d'emplois ne peuvent pas absorber les nouveaux entrants dans la population active. Et donc, le taux de chômage augmente mécaniquement. Et donc, le taux de chômage. Le taux de chômage qui est à 3,9 en version normale, classique, est à 7,2 en version U6. Mais la Fed regarde le taux de chômage officiel, 3,9, rappelez-vous, son seuil d'alerte est à 4. Donc, c'est typiquement, si vous avez un taux de chômage qui dépasse 4 ou qui atteint 4, cela aura un impact baissier sur les taux d'intérêt. Cela aura un impact de fort rebond sur le prix des obligations. À tous ceux qui se posent la question, oui, ces obligations tardent à vraiment reproduire leur schéma de rebond qui a été proposé entre septembre et décembre dernier, eh bien, c'est parce que le marché du travail US est encore trop résilient. Voilà, c'est la raison. Donc, ces éléments-là peuvent changer la donne. Et voilà, moi qui voulais être rapide, ça fait déjà 20 minutes, je ne le serai pas. Alors, la croissance des salaires qui, elle, suit une trajectoire baissière, c'est intéressant parce que cette croissance des salaires, donc ça fait partie du rapport NFP. Donc le rapport NFP, le 7 juin, ce sont toutes ces statistiques-là. Et encore, elles y sont pas toutes, mais vous avez la dimension salaire qui fera le lien entre emploi et marché du travail. Je vous remonte dans les objectifs de la Fed, vous avez bien l'emploi et l'inflation. L'emploi et l'inflation. Et
Et donc, vous avez le taux de chômage, vous avez les créations nettes d'emplois, qui sont tombées donc à 175 000 lors du dernier rapport NFP, mais tant qu'on est au-dessus de 100 000, il n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, on verra bien, c'est le chiffre à surveiller. Et enfin, toutes ces statistiques, les créations nettes d'emplois, lorsque vous allez sur le site officiel du marché du travail aux États-Unis, elles sont réparties par secteur. Le marché du travail est considéré comme résilient tant que le secteur des services est le plus pourvoyeur d'emplois. Pour l'instant, c'est le cas. Là, je vous montre les chiffres du dernier rapport. Donc, ce vendredi 7 juin, tout sera mis à jour. Voilà, chers amis, ce sont tous les éléments à suivre pour les fondamentaux cette semaine. Alors, maintenant, où en sont analyse technique du couple taux d'intérêt et obligations plus le code report. Alors effectivement, le marché obligataire est sous pression. Ok, voilà, je vous remontre le graphique de long terme. Voilà, le graphique de long terme du TLT, donc l'obligation du Trésor US à 20 ans. Moi, je m'y intéresse, vous le savez, depuis l'année dernière et le test de ce support majeur. Je repose un peu le contexte. Nous avons eu une première jambe de rebond. Elle est là, impeccable, précédée de belles divergences haussières primo-momentum. Là, c'est le graphique en données mensuelles, d'accord ? Depuis, après cette belle fin d'année dernière, il y a un retracement. Un retracement. Moi, j'ai toujours pensé que ce retracement retraçait cette jambe de rebond et que derrière, plus tard dans l'année, moi je vise en fin d'année un minimum un rebond du TLT dans cette zone-là. Alors, nous avons besoin pour ça, alors, soit d'une vraie désinflation, mais c'est quand même compliqué et ça prendra du temps, ou effectivement, cette semaine, les statistiques du marché du travail. Un scénario qui verrait le taux de chômage aux États-Unis dépasser ce seuil d'alerte des 4% se traduirait immédiatement par un gros rebond du prix des bonds. En données hebdomadaires, il faut accepter les choses. Donc là, il y a eu les 5 temps. Il y a eu, donc, vous avez eu cette phase de rebond de fin 2023. Maintenant, ici, ça retrace, c'est lent, c'est vrai, ça reste compliqué. Là, il y a une tentative de... Bon, là il y a le point bas ici d'avril, c'est un seuil quand même d'invalidation de cette stratégie. En tout cas, c'est que la vague B n'est pas terminée. J'y ajoute effectivement les enseignements du système Ishimoku, c'est propre. On ne dépasse pas de résistance. Le marché, je vous l'accorde, reste couvert par des résistances. Depuis la cassure du nuage, il n'y a pas d'inversion de tendance tant qu'on ne refranchit pas. C'est vrai que sans dépassement de résistance, ce marché des bonds reste sous pression. En données journalières, il faudrait voir la capacité du marché à reprendre pour de bon la moyenne mobile à 200 jours et qu'elle reprenne une pente haussière. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je me tourne maintenant du côté du rapport Commitment of Traders de la CFTC et j'analyse notamment le positionnement des institutionnels sur le taux d'intérêt, pas le prix, le taux d'intérêt 10 ans US. Là, j'ai la position nette. Elle s'est mise à plat. Donc, elle ne fait plus de nouveau plus haut, cette position nette. Mais sans cassure de support, en fait, là, vous avez une tendance haussière, une phase latérale. Le vrai signal bearish sur les taux d'intérêt, c'est lorsque le positionnement net institutionnel, qui est représenté ici par cette ligne jaune, donc les positions à l'achat moins les positions à la vente, cassera ce support. Effectivement, la prudence, avant de jouer ce scénario de rebond des bonds, serait d'attendre cette cassure de support et ce dépassement de résistance sur le prix des bonds. Bon. Alors, y a-t-il des choses intéressantes ? Je vous montre enfin ici. Vous avez donc à nouveau le TLT que je viens de vous montrer. Et là, vous avez les flux entrants cumulés. Il y a clairement, sur les derniers mois, beaucoup d'institutionnels qui se disent que c'est survendu. Il y a des capitaux qui s'y investissent. Il y a des inflows. Et ça, je me dis que c'est engageant pour le long terme. Le long terme, c'est pas la tendance en juin, c'est pas la tendance en juillet. Mais moi, je pense vraiment que ce que nous avons connu, cette amorce de rebond connu en 2023, se traduira au pire des cas en 2025 par une vraie réplique haussière. Peut-être aussi d'ici la fin 2024, mais cela va dépendre, certes de la désinflation, mais je pense de plus en plus des statistiques du marché du travail US. C'est pour ça que je pense que cela peut être
cette semaine un game changer. Alors S&P 500, la clé des perspectives de bénéfices des entreprises, là je vous ai rassemblé un certain nombre de choses intéressantes. Et on va regarder, et je vais vous présenter aussi, mais je vous en ai déjà parlé, l'indice NYSE Euronext. Alors, ce sont les larges et méga caps qui portent la tendance haussière du marché action US depuis le mois d'octobre 2023, et ce malgré la politique monétaire archi restrictive de la Fed. En revanche, les small et les mid cap sont sans tendance en bourse depuis le point bas de l'automne 2022, car les entreprises de petite et moyenne taille sont moins capables de résister à l'envolée des taux d'intérêt depuis le mois de janvier 2022. Mais au-delà de cette capacité à faire face aux coûts de financement, c'est le facteur dominant de l'intelligence artificielle qui permet la croissance des bénéfices des larges et des méga caps et qui assure des perspectives de profit en forte croissance. Alors, la différence entre les small et la différence entre les small et les méga caps, vous l'avez en fait en comparant ce que fait le S&P 500, à ce que fait le Russell 2000. Où voilà, le marché est parfaitement en range, et je vous renvoie vers le Top Gun de la semaine dernière, je vous ai expliqué que pour donner un signal bullish sur les small et mid cap, il faut faire sauter cette résistance à 2132 points, qui pour l'instant reste en place. Alors, des choses intéressantes. Certains se posent la question, mais comment c'est possible qu'avec une politique monétaire aussi restrictive, alors oui, je vous l'accorde, il y a du soutien budgétaire. Ah oui, ça, d'accord. C'est une des explications. Pourquoi le marché action se tient bien? Oui, il y a le soutien budgétaire. Déficit public, déficit budgétaire, la dette publique US qui explose, ouais, très bien. Sans le soutien du gouvernement fédéral, le marché action ne serait pas là. Et la consommation des ménages, surtout, ne permettrait pas de maintenir la croissance. Donc le marché action ne serait pas là où il est. Mais donc ça, effectivement, ça équilibre la politique monétaire restrictive. Mais surtout, c'est la thématique de l'intelligence artificielle, c'est pas du bullshit. Illustration. Vous avez ici les perspectives de profit, je zoome, vous avez ici les perspectives de profit aux États-Unis selon donc les large, mid et small cap. Oui, effectivement, pour le S&P 500, pour les large et méga cap, les perspectives de profit sont archi haussières. Mais regardez, pour les mid cap et les small cap, on s'est mis à plat. Ça monte plus. Et finalement, c'est en accord avec le trading range du S&P 500. Les perspectives de bénéfices ici, S&P 500 with estimate, cette anticipation archi-optimiste des anticipations de bénéfices, ce sont les larges et méga cap. Et d'ailleurs, si vous jetez un œil ici à ces données qui viennent de FactSet, le nombre d'entreprises du S&P 500 qui citent l'intelligence artificielle comme assurant leurs perspectives de profit, on en est maintenant à 200 sur 500. Et ça explose depuis le 4e trimestre 2022. Donc, c'est finalement ce qui explique que le S&P 500 ait pu avoir ce parcours, je parle du moyen long terme, pas du court terme, en dépit d'une politique monétaire archi-restrictive, c'est le soutien budgétaire, des déficits budgétaires de 6 ou 7% aux States, une dette publique qui s'envole, alors on n'est pas encore aux 250% du PIB comme au Japon, mais quand même, je pense qu'en 2030, la dette publique US, ça va être 200% du PIB. Tant qu'ils continuent d'avoir des budgets de la défense à 800 milliards par an, il faut bien faire de la dette. Bon. Mais c'est aussi l'IA. Il y a actuellement dans une phase de FOMO sur l'IA. Peut-être même une bulle de l'IA. Regardez Nvidia. Nvidia, $1000, troisième capitalisation boursière mondiale. Vous savez qu'Nvidia, si Nvidia dépasse les $1300, eh bien, elle deviendra la première capitalisation boursière mondiale. Oui, bien sûr qu'Nvidia fait du pognon, fait des cash flows. Je crois 15 ou 20 milliards sur le dernier trimestre. Mais il y a quand même une dimension spéculative de cette thématique de l'IA qui finira par se dégonfler. Donc vous retirez en fait le soutien budgétaire et l'IA, on est plus proche, la tendance du marché action, c'est les small et mid cap. C'est pas un bear market, c'est un trading range. Il y a eu le bear market de 2022, il y a eu l'envolée de 2021, le bear market de 2022, et depuis on est plat. Voilà ce qu'est, en termes de profondeur, la majorité des entreprises cotées. Et si maintenant nous parlions un peu du S&P 500, une nouvelle clôture technique mensuelle, et je vais vous montrer des indices boursiers justement qui sont intéressants à suivre sur ce S&P 500. Alors déjà, vous avez ici donc le S&P 500, je vous présente un indice, je ne sais pas si certains le connaissent, son code c'est NYA. Son code c'est NYA, il s'agit donc de l'indice NYSE Composite. Je vous en ai déjà parlé.
En fait, qu'est-ce que c'est que cet indice? Alors notez, hein, attention, risque, divergence baissière hebdo, j'y viens, potentiel. Qu'est-ce que c'est en fait que cet indice? Ce sont toutes les actions américaines, sauf le Nasdaq. Donc vous avez toutes les actions US, sauf le Nasdaq. Alors, nous avons fait ici un nouveau record historique. Nous avons dépassé le record historique. Là, regardez comme c'est passionnant. Deux scénarios s'opposent. Le premier, tendance haussière. Ici, vous avez eu un running flat. Vous reconnaissez la structure, hein, du running flat. Un nouveau plus haut, une A, une B un peu plus haut, une C qui retrace, et c'est parti. Elle était propre. ABC. Ici, une grande vague 3. Et là, qu'est-ce que fait le marché? Hypothèse baissière, double top. Regardez comme c'est intéressant. Le double top potentiel, sa ligne de coup, c'est l'ancien record historique. Mais cela aussi peut être simplement une structure de continuation en A, B, C de type regular flat. En bullish market, le regular flat, une A, une B, une C, et ça repart. Donc, voilà, vous avez ici un seuil peut-être encore plus important à suivre que ceux du S&P 500 sur le Nice Composite. Tant qu'on tient cette zone, c'est bullish. Si on casse, si on fait un double top, c'est terminé. Et là, on aura vraiment, nous n'avons pas eu de sell in May and go away, il y aura un sell in June and go away. Bon. Ou un sell in summer and go away. Bon, bref, on verra. En tout cas, c'est vraiment un seuil majeur à surveiller ici. Et maintenant, sur le S&P 500, alors, attention parce qu'il y a quand même une situation de divergence ici en données hebdomadaires. Là aussi, pour ce qui est du moyen terme, sur le S&P 500, il y a une interrogation. L'interrogation est-ce que la vague 3 est terminée? Ou est-elle encore en construction? Vous avez eu la vague 1 ici très claire, la vague 2 impeccable, la vague 3 est-elle terminée? On peut se poser la question de la fin de la vague 3 dès lors qu'à l'intérieur on sous-décompose 5 temps, le principe d'une impulsive. Et effectivement, en données journalières, vous avez 5 temps. Et d'ailleurs, une sous-vague 5 qui aurait fait 0,68 d'extension ici. Sauf que, ici, nous pourrions être simplement dans la construction d'une vague 4 de la 3 en A, B, C, c'est-à-dire que je reprends ces structures qui apparaissent souvent, nous pourrions avoir l'hypothèse du regular flat ou du running flat avant de repartir, terminer la vague 3. Et dans ces cas-là, la vague 4 serait encore en construction, une sous A, une sous B, une sous C, et repartir pour aller construire la sous-vague 5 de la grande 3. C'est l'incertitude. C'est l'incertitude du moment. Je pense que là aussi, ça peut valoir le coup de combiner les facteurs techniques et associer chartisme, analyse héliotiste et Ishimoku. Et tant que le marché tient le Kumo daily du système Ishimoku, être davantage dans l'option d'une vague 3 qui ne serait pas terminée. De toute façon, comme pour le Nice Euronext, ce qui nous ferait entrer en bear market, c'est la cassure de ces 5000 points, qui validerait un gros double top et qui nous ramènera à 4007 minimum. Et on retrouve l'importance, et je vous invite à le rajouter à votre suivi du Nice Composite, l'importance de ce seuil pour préserver cette tendance haussière qui a démarré en octobre 2022, mais qui est dans une phase impulsive ici depuis octobre 2023. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Top Diane. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de plein de choses. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bon début de semaine. Salut.